On va parler de l'Olympique de Marseille, bien entendu. Les amis, je répondrai comme d'habitude 100% interaction avec vos questions. Vous montez en direct si vous avez besoin. Cette Toons, non, ce n'est pas un appel au don, le clip du Paris FC. Il y avait une question de Blondin qui me disait en Afrique, quelle est l'équipe de cœur de Ligue 1? Ouais, c'est vrai que c'est l'OM qui plaît beaucoup en Afrique, qui a ravi les cœurs. C'est vrai que le PSG Qatari n'a pas réussi trop ce tournant, même si avec des méga stars, ça a pris de l'ampleur. Et puis l'OM a tissé de forts liens avec la Côte d'Ivoire, avec la campagne avec l'Office de tourisme ivoirien, avec à l'époque aussi via j'allais dire Assou Koto. Jimmy Adjovi Boko aussi, des liens avec des académies au Sénégal. Il y avait l'arrivée de Bamba Dieng dans ce cadre-là, puis ça a été détricoté, mais l'OM a de forts liens avec l'Afrique, ça c'est clair. Voilà, cher ami Blondin. Vraie question, tu penses que les Saouds vont choisir quel média pour l'annoncer? Honnêtement, ça paraît impossible à prédire, sauf que quand vous savez l'importance qu'aura notamment CMA-CGM dans le consortium de rachat, l'évidence fait que oui, on se dit que la Provence, qui est propriété de CMA-CGM, devrait bénéficier de l'information. Voilà, surtout que le rédacteur en chef des sports de la Provence, Alexandre Jacquin, a tweeté hier: cet OM qui place tout le monde ou presque sur le marché des transferts concentre tous les ingrédients d'une fin de cycle, en mettant hashtag MercatoM et non pas VentoM, lui qui était vent debout contre tout ce qui pouvait montrer, tout le travail qui pouvait montrer le processus de cession, etc., est aujourd'hui donc en train de dire, et c'est bien de rejoindre le train avant la gare d'arrivée, que tous les ingrédients d'une fin de cycle sont là. En effet, ça fait des mois qu'on le montre également de la même façon. Donc la Provence pourrait prochainement ou d'ici juin être ce média. Ça paraît l'évidence, la logique, une bonne façon de faire. Choisir un média écrit pourrait avoir aussi un parallèle en choisissant un média télé. Voilà, il y a des élus dans ces cas-là qui ont les faveurs des acheteurs et qui reçoivent l'information, puis les autres suivent, enchaînent, fouillent à vitesse grand V et rattrapent et vont rattraper mes 3-4 ans d'enquête en 3 heures. Voilà, c'est avec des informations distillées et c'est comme ça. Alexandre Jacquin et la Provence, qui avaient dégainé, étaient les seuls le 5 février 10 jours après le 5 février 2021, pour avoir été les seuls à faire un article sur la première mise en demeure que j'avais reçue. Ça avait été assez lunaire. Bon, après, j'avais appris qu'ils pensaient que j'avais un mauvais fond, que je faisais la leçon de journalisme à d'autres. C'était sorti de nulle part, ça, et c'était très mal me connaître, et c'est pas grave, aucun esprit de revanche ou quoi là-dessus. En tout cas, le travail, moi, il a été fait tous les jours sur ce sujet. Il n'y a pas un jour, même à Noël, où j'ai pas eu des coups de fil à ce sujet, où j'ai discuté du sujet, où j'ai posé des questions, et on voit que le travail, finalement, il paye, puisque à la fin, on voit que ce qui a été dit au fil du temps, avec des aléas, avec les problèmes des affaires, on arrive en effet à ce que tout le monde rejoigne le train juste avant la gare d'arrivée, mais quand même. Donc ça, c'est chouette. Et donc concernant le média, ça me paraît très logique, la Provence. Ensuite, une télé qui peut être près n'importe laquelle. Certains parlent de Canal, d'autres non. Je n'en ai aucune idée. David Berger est au courant de ce qui arrive. Lui, il l'a stipulé, certifié, annoncé. Il parlait même d'un peu plus tôt que prévu. En parlant de janvier, on s'est eu au téléphone, on s'est dit de bons mots et on a souri de tout ça. Donc Canal est au courant. Voilà, après, dans ces cas-là, vous savez comment ça se passe, hein. Vous êtes journaliste, on vous contacte. Dans 2 heures, dans 3 heures, demain, il y aura officialisation de la vente de l'OM à tel camp. Ah bon? Comment ça s'est passé? Ah si, ça s'est fait en 10 jours. Bon, bah d'accord, t'as ton truc, ça y est, tu grattes ton truc, ta source, elle est fiable. Boum, tu te rencardes, tu veux voir ta direction si t'es pas le patron et tu vas annoncer ton truc et ça prend feu dans tous les sens. Et derrière, les autres médias appellent en disant mais attendez, c'est vrai, c'est faux. Ils essaient de confirmer, on leur confirme et puis voilà, et puis ça part. Voilà, il n'y a pas vraiment d'enquête, hein. C'est le choix d'une façon de communiquer. Et là, tout
tout amène vers ça. Alors, pourquoi tout amène vers ça? C'est la question du jour. Il y a Claude Dominguez qui dit « J'espère que tu pourras diffuser, annoncer l'officialisation, toi, avant tous les autres médias ». Là, c'est vraiment plus le but. Moi, j'ai spoilé, annoncé, informé en exclusivité sur 99% de ce que je savais, enfin, pas de ce que je savais, mais 99% du sujet, on va dire, et de tout ce qui sort. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est le condensé de tout ce qu'on a dit en 3 ans et demi. Et donc, je ne pense absolument pas être celui qui va annoncer en premier quand est-ce que l'officialisation va tomber, parce que déjà, j'ai trop dit de choses là-dessus. Je préfère moi-même avoir une forme de surprise, et je travaille déjà sur la suite, le livre et d'autres choses à ce sujet-là. Mais en revanche, on va aller voir le départ de Vitinha au Genoa. L'OM fait le ménage, grande braderie, c'est le bazar, et on a même, on nous parle même de Jonathan Klaus vers la sortie. Klaus placé sur le marché des transferts. Là, ce qui est assez lunaire, Charnley. Charnley Laporte, merci pour ton message. Ce qui est assez fou concernant Jonathan Klaus, c'est que c'est le mec depuis qu'il est arrivé en l'été 2022. On se souvient de son transfert d'ailleurs ficelé avec le RC Lens dès la fin mai et qui a été officiel qu'au 20 juillet. Posez-vous d'ailleurs 2-3 questions par rapport à ça, puisque pendant 3 semaines, à l'été 2022, et bazar à l'OM, attente totale, il ne se passait plus rien. Et finalement, après la mésentente entre MBS et Macron à l'Élysée, eh bien, ça repart, mais pour un tour et non pas vers une officialisation. Et Klaus arrive. Klaus arrive. On ne peut pas dire avec Tudor, avec Gattuso, avec Marcelino ou autre, il se soit caché. Désolé, mais Jonathan Klaus joue quasi tous les matchs. Il est à un poste de piston où ils doivent le faire tourner tous les 3 jours. Il ne tourne jamais tous les 3 jours. Il a même été international, joué en équipe de France. Il est revenu un peu blessé. Il a joué. Et là, on veut nous faire croire, par voie de presse, par de la communication nauséabonde et négative, qu'il est placé sur le marché parce que, et c'est Longoria qui le laisse entendre en conf de presse encore hier, on ne va pas le réécouter, ça ne sert à rien, que certains joueurs sont des tirs au flanc et ne vont pas dans le bon sens. C'est de la foutaise. Jonathan Klaus est un joueur de valeur, et même s'il a des offres turques actuellement, il avait une offre du Bayern qu'il aurait repoussée, ce serait stupide de sa part d'aller en Turquie. Vraiment, ça mettrait fin à ses ambitions d'ailleurs, même si c'est un bon club en Turquie qui le veut, ça mettrait fin à ses ambitions de joueur pour l'Euro. Il a été bon en équipe de France, il peut prétendre à l'Euro, il y aura des blessés, des blessures, des suspensions, je ne sais pas, il peut, voilà, même si c'est pas le plus grand latéral et tout. Voilà, à l'OM, il est surexploité, il n'est pas aidé, quand il a Ismaël Assar devant lui, ça défend pas, amuse-toi. Quand il a été dans tous les systèmes, Jonathan Klaus, désolé, mais là, ce qu'ils essayent de faire, un peu de salir la personne, joueur le plus utilisé depuis le début de la saison, alors que c'est un piston, kilomètres, il les donne. Il a été par moment le joueur, alors qu'il jouait latéral droit à 4 derrière, le joueur offensif le plus dangereux de l'équipe. Oh, réveille, arrêtez de croire les derniers trucs qui se disent ou quoi. C'est de la communication malsaine et je déteste ça. Donc voilà ce que j'ai à dire sur Jonathan Klaus, qui pourrait partir, peut-être qu'il va se sentir tellement trahi, agacé, qu'il va prendre le premier transfert et partir avant demain soir. Ce serait stupide qu'il reste. On nous dit qu'on lui fait miroiter qu'il ne jouera pas d'ici la fin de saison. Ah ben j'aimerais voir ça. Que Gattuso se passe de Klaus alors que c'est son meilleur latéral et piston, voire même meilleur milieu de côté de l'effectif. J'attends de voir ça. Ce serait, mais que Gattuso se tire une balle dans le pied comme ça, alors là, j'attends de voir ça. Vraiment, avec délectation. Donc, c'est n'importe quoi. Le bazar que j'annonce ici, le ménage qui veut être fait. Alors, la question du jour, elle est très claire, et on va aller voir les autres sorties. On va aller voir justement l'explication du départ de Vitinha en Express, qui donc terminera son aventure marseillaise sur le raté de Monaco. Imaginez dans la tête, le gars, il va être perturbé à un moment. Vince nous dit, Longoria n'a pas cité son nom. Bien sûr. Après, c'est ce que ça veut dire la communication. On sait qui vise qui, etc. C'est malhonnête, c'est malsain, et surtout, ne pas citer les noms, c'est malsain aussi, et c'est hypocrite. Voilà. Mais se débarrasser de Klaus, c'est n'importe quoi. La question du jour, elle est là, avec cet article de l'équipe pour nous dire par ici, il est sorti. Pourquoi l'OM lance sa grande braderie, là, d'un coup, tout le monde annonce avec des infos qui arrivent du club, ouais, on veut se débarrasser, ceci, cela. Alors déjà, il y a une logique, Gay, qui a fait une bonne canne,
qui n'a pas joué depuis 6 mois, il fait une bonne CAN, le mec, il a confiance en lui, il ne répond pas aux demandes de prolongation de l'OM et il est en fin de contrat en juin. Bon, bah, c'est normal que l'OM veuille à tout prix en retirer un petit quelque chose avant. Et, sauf que Gay, il est capable de pas vouloir, d'être mis soit sur le banc hors du groupe encore 4 mois. Il se dit, bon, là, j'ai joué un mois, il me reste février, mars, avril, mai à tirer. Oh, et je viens d'être suspendu déjà l'été dernier, je peux le faire. Hein. Et surtout que je suis revenu à bon niveau là en un mois et demi. Il a repris début décembre et il a fait une bonne canne finalement avant de ne pas pouvoir jouer le match de l'élimination. Donc Gay, honnêtement, je pense qu'il est capable d'aller au bras de fer et qu'il s'en fout un peu. Pas sûr de le voir partir pareil d'ici demain soir. À voir selon sa psychologie, son retour de la canne. Mais pourquoi l'OM lance une telle grande braderie? Alors certains se refusent de dire les mots, de dire les choses, mais tout spécialiste d'entreprise, toute personne qui travaille dans ce type de société, etc., ou dans des clubs de foot, vous le disent, ce genre de choses arrive quand vous avez fini de tout changer en interne au niveau des cadres, au niveau des entités juridiques, de tout ce qu'il faut faire, vous finissez par la lessiveuse au niveau des actifs joueurs. Certains pour prendre de l'argent, il y a des commissions, il y a plein de choses à prendre sur les transferts. D'autres parce qu'il faut évacuer des joueurs, parce que les futurs propriétaires vous disent non mais ça on n'en veut pas. Et le sale boulot de virer des joueurs, on n'a pas envie de se le taper. Donc là, faites-le avant que nous, on prenne la suite parce que on n'a pas envie d'arriver, de devoir dire à 8 joueurs, il faut partir. Ils vont voir l'argent qui arrive, ils vont dire non, nous, on a un beau contrat, on reste. On ne sait jamais si on peut gratter 2 minutes tout en étant tranquille dans un club qui va peut-être prendre des titres. Et voilà, donc c'est pas étonnant, cette grande braderie, vu ce qui arrive derrière et l'officialisation de la vente du club. Maintenant, quand on me dit oui, mais regardez, ils ont acheté 250 millions d'achats de joueurs 2021-2022 avant que ça parte en cacahuète à l'été 2023. Alors déjà, Longoria ne voulait pas et n'avait pas prédit que son mercato d'été serait raté. Mais Longoria, au bout d'un moment, quand il y a 1, 2, 3 fois où il doit y avoir officialisation de vente et que le club passe à autre chose, il marche sur un fil. En effet, ces mercatos, au bout d'un moment, il ne peut pas les faire pendant 10 ans avec la bougeotte qu'il a et le fait qu'il sache forcément que c'était éphémère tout ça et que l'OM allait vers la suite du cycle. Donc, vous avez eu un moment où ça a dérapé. Et on est dans l'improvisation Longoria en attendant une officialisation qui a trop duré. Ce deal a bien trop duré, ce processus de vente a bien trop duré. Donc, ça dérape à la fin. Mais ce qui s'est passé en 2 ans, voyons, très clair avec ça, et c'est un petit peu le sens de ce récap exprès devant OM que je voulais vous faire, je vous l'ai dit hier, je vais y revenir là-dessus, c'est de dire 2021-22 avec l'injection mystère de plus de 250 millions d'euros hors commission, il fallait valoriser le club. Rehausser aussi McCourt qui avait des pancartes McCourt out dans tout Marseille en février 2021. Il fallait que cet homme d'affaires soit un peu valorisé, l'entité OM soit valorisée. Et on le voit dans tous les articles désormais sport business, que l'OM, en effet, a pris 30-40% de valeur grâce au travail de Pablo Longoria de restructuration totale du club, du centre de formation et des actifs joueurs, de la valeur de l'effectif, avant que ça se désosse là à la fin, au moment où ça va partir en session. Idriss, oui, on travaille le sujet tous les jours depuis 3 ans et demi. Je suis le seul à l'avoir fait, donc c'est à même d'en parler. Donc, un récap exprès de la vente OM. On peut rappeler donc que l'ombre saoudienne a toujours plané autour de l'Olympique de Marseille, que la mairie de Marseille était toujours vent debout contre ça et ne voulait pas de ces investissements étrangers, ce qui vous fait un lien aussi avec l'acceptabilité qu'il a fallu travailler depuis 2021 sur ce sujet, très touchy en France, de ces investissements étrangers. Et donc, on a eu, à partir de fin 2019, je prendrai vos commentaires après, hein, les amis, et après, je prends bien sûr votre question sur tous les sujets. Mais là, je vous fais ce petit récap express pour ceux qui en ont besoin. Et n'oubliez pas ensuite de me redonner vos questions avec plaisir. Donc, ce sujet du jour, parce que vous avez été très nombreux à me le demander, on peut le reprendre à partir de fin 2019, où plusieurs personnes, journalistes de Garrett, Molina annoncent que l'OM est en effet mis en vente sur les marchés financiers, à peu près après la finale de Coupe, j'allais dire UEFA, d'Europa League contre l'Atlético, et que l'OM donc teste le terrain.
par rapport à ça. On a, je vous fais tout en express, en rapide, je passe les détails, les rendez-vous, les réunions, etc. On a donc au cours de l'année 2020, Covid qui arrive en février-mars. À ce moment-là, je lance ma chaîne YouTube, plusieurs mois après, bien sûr, la chaîne Twitch. Et en mars, on voit, ou avril, on voit débarquer un journaliste italien, le spécialiste Mercato, qui exprime une offre claire, nette et précise donc de Al-Walid bin Talal envers l'Olympique de Marseille. Challenge, le magazine Challenge le confirme. Merci Pierre33 pour le follow. Et on a cette situation où, là, moi j'appelle mes contacts à l'étranger, saoudien, Liban, Londres, etc. Je leur dis, mais là, tout ce qui sort, je l'ai en x100. J'ai déjà ces infos. Et je leur demande, mais moi, ce que vous m'avez déjà raconté depuis plusieurs mois, et notamment début d'année 2020, je peux le donner du coup publiquement, puisqu'on travaille comme ça avec nos sources pour être en confiance. Et là, ils me disent, mais bien évidemment, tu peux les donner, puisque regarde, ça a commencé de sortir. Donc je rentre dans ce sujet Ventoem à ce moment-là, on va dire au printemps 2020, pour les débuts d'un travail dont on ne pensait jamais qu'il allait être aussi long, ni aussi prenant, ni autant d'emmerdes, ni voilà, c'est un processus, c'est une info foot, business. Moi, je suis toujours très intéressé à l'économie, au business, j'ai des études aussi dans ce sens. Je m'ouvre à ça, mais spontanément, par passion du foot, par information qui m'était tombée, par volonté aussi d'informer les supporters en demande. Je ne les connaissais pas encore comme maintenant, je les connais parfaitement, mais en demande. Et voilà, Watchmaker, ce qu'il nous dit, tu cites Molina, mais il dit clairement qu'il n'y a rien. Alors tu confonds complètement tout, Watchmaker. Molina était un des premiers à annoncer que l'OM a été mis en vente sur les marchés. Aujourd'hui, il ne suit plus le dossier, il est sur plein d'autres dossiers. Donc il dit de loin qu'en effet, pour lui, il n'y a rien de fait, je crois à peu près, mais je ne sais même pas exactement ses propos. Moi, tout le travail fait te montre, et si tu ouvres les yeux, tu verras qu'en effet, clairement, le deal est passé et acté. Bref, on continue. Le printemps 2020 se passe. On nous parle d'avancée de négociation via l'ex-femme, mise en relation via l'ex-femme de Franck McCourt. Et puis arrive mai et juin, avec toujours quelques infos qui tombent petit à petit sur des tentatives de négociation, etc. Et arrive le mois de juin, où en effet, j'ai des informations sur un entrepreneur, j'ai perdu son nom d'ailleurs, qui est basé à Londres, qui a fait une offre dont j'ai les documents, les échanges. Et là, finalement, fin juin, j'apprends que, pareil, des réponses, que le clan McCourt lui indique qu'ils avancent dans des négociations avec un autre camp, donc saoudien, et qu'ils ne laisseront pas de suite à leurs échanges, même si ils notent bien leur offre et que ça a été des échanges cordiaux voilà, entre avocats, etc. Derrière ça, même pas une semaine après, on a Mourad Boudjelal qui sort du chapeau. Je suis donc le premier, grâce à mes sources saoudiennes, libanaises, etc., d'affaires avocat, à vous dévoiler qui c'est Ajroudi et qu'il n'y aura rien derrière, puisque j'avais déjà les échanges par avocat avec les autres offres au mois de juin pour dire que le club McCourt évacuait ce type d'offre et qu'ils avançaient avec une autre. Donc, ça ne pouvait pas correspondre à une nouvelle offre qui arrive de quelqu'un d'autre, et notamment de Mourad Boudjelal. Donc, j'avais quelques certitudes là-dessus, plus pas mal de SMS, etc. Ça m'a fait prendre une volée de bois vert de certains supporters qui voulaient absolument que Mourad Boudjelal rachète. À partir de là, moi, j'ai maintenu mes infos parce que j'étais sûr de la véracité, puis j'avais encore X confirmations. Finalement, ils sont tous revenus en arrière et s'excuser à la fin de l'été. Florian, n'hésite pas à monter en direct, on te fera le cours de rattrapage. Je suis en train de le faire, tu as le droit de suivre très, très calmement la story. Donc c'est express, hein, on rappelle, et je vous passe les détails. À la fin du mois d'août, donc j'étais à la chaîne L'équipe, beaucoup de supporters font rétro-pédalage en disant « Ah ouais, t'avais raison, en fait, ça a fait flop, il n'y avait rien derrière, c'était le bal des mensonges, etc. » Bien sûr, je croise d'ailleurs Mourad Boudjelal à l'équipe qui me salue en clin d'œil. Et puis derrière, plus trop d'infos pendant 2-3 mois.
On se rend compte qu'il y a une triple augmentation de capital, des choses bizarres. Et là, après, j'arrive dans les secrets des dieux, chers amis, et j'arrive donc sur les rendez-vous de Noël 2020 à Riyad, avec la délégation marseillaise là-bas pour finaliser les discussions avec le camp saoudien. Quelques sources saoudiennes qui me disent là, on peut plus te parler tellement c'est secret. On est dans la finalisation. Le mois de janvier où ça bruisse aussi dans tous les sens. Ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'en effet, Canal, via son service d'investigation, plus Mathias Monteghetti, ça fera donc 3 personnes différentes au même moment sur ces jours-là, 4 et 5 février, qui ont les mêmes infos. J'annonce donc, je tourne une vidéo le jeudi, je diffuse la vidéo le vendredi matin, que le deal donc de fusion-acquisition avec injection d'argent et certaines clauses permet que le club soit vendu, qui est un mot fourre-tout et qui vaudra en effet l'incompréhension de beaucoup sur un sujet uniquement business et non pas sport. Quand vous parlez à un public foot uniquement de business, forcément, il peut y avoir des termes incompris et beaucoup de choses qui se passent, surtout quand certains, on est dans cette génération-là actuelle, piochent une phrase par-ci, une phrase par-là et essaient de s'en faire des vérités, alors qu'il y a aujourd'hui 72 vidéos dans la playlist Ventori. C'est vaste, il y a eu beaucoup d'heures d'explications, beaucoup de live. J'ai créé Parole de supporters comme concept avant le Dash Foot qui soit 100% ouvert en totale interaction, vous pouvez monter quand vous voulez. Bref, il y a ces révélations. On voit que ça fait boom. Mathias Monteghetti qui parle de l'influence de Macron dans le deal, à mon avis, avec naïveté et peut-être un petit peu de manque de précision, puisque lui parlait certainement du port et de son application au niveau économique autour de l'OM, pas forcément du deal club. Là, ça part donc en pagaille totale, des coups de téléphone, menaces, volonté de nuire, l'OM qui essaye de tout fermer, l'Élysée aussi qui dit non, le sujet n'existe pas. Canal qui annonce une édition spéciale le vendredi soir à 21h, qui prend l'antenne finalement à 21h en disant rien, il ne s'est rien passé, comme s'il ne s'était rien passé alors qu'ils étaient à l'antenne pour annoncer le deal. Et puis, moi, la liberté faisant, même si je suis à l'antenne tous les jours sur la chaîne de l'équipe à ce moment-là, la liberté faisant d'avoir ma chaîne YouTube à côté, bien sûr que je suis pas un mytho, bien sûr que je travaille le sujet, bien sûr que j'ai toutes les sources au placé qui continuent de confirmer le deal. Et donc, j'avance en étant 100% d'interaction sur les sujets. On faisait beaucoup le débrief du dimanche, des matchs, des week-end foot à ce moment-là. Et j'avance comme ça. À un moment donné, on me dit de me taire, on m'envoie mise en demeure, menace de mort. Là, je vous la fais vite, l'année 2021. On me dit qu'il ne faut plus parler du sujet parce que c'est touchy, que même si je pouvais faire un rétropédalage, ce serait encore mieux. Hors de question. On avance sur là-dessus, on arrive à l'été 2021 et boum badaboum, sous couvert de transfert sous option d'achat obligatoire, option d'achat quand tu as pris ta douche, option d'achat obligatoire quand tu as fait tes lacets, eh bien l'OM sort cet été 2021 des sommes qui ne sont jamais sorties de leur histoire, plus de 100 millions d'euros sur 12 joueurs, je crois, à l'époque. À revoir exactement. Et d'un coup, eh bien, l'OM change en effet d'envergure, alors que 6 mois avant, Pablo Longoria, héros, Villas-Boas disaient il n'y a pas un euro pour jouer avec des champions, on fait ce qu'on peut. Nagatomo, Sakai, des prêts, 0 euro, Luis Enrique en recrue star. Et en 3 mois, il y a Sampaoli qui arrive en cassant sa clause pour venir du Brésil. On lui fait des promesses à ce moment-là sur l'avenir du club, justement, sur une officialisation qui doit être imminente. Mais, ça part dans tous les sens, puisque McCourt ne veut pas partir avec un coup de pied aux fesses, avec le feu à la ville où il y a des McCourt et Hero Out de partout. Il faut donc travailler à la session dans l'ombre. Derrière ça, tout le monde se dit que cette saison 2021-22 va permettre d'installer la confiance, de valoriser le club avec l'actif joueur de l'été, puis ensuite d'acter une session. Certains supporters reviennent vers moi, des infos de partout, avocats, hommes d'affaires, qui confirment toute l'enquête et qui continuent de me dire non, tiens bon, t'as raison, c'est ce qui va arriver, et tout est sur les rails. En Arabie Saoudite également les confirmations. Et puis, en fait, à l'été 2022, avec le bazar total, énergie, guerre, Ukraine-Russie, les problèmes entre pays. Et voilà, on est sur une fusion-acquisition transfrontalière, donc il y a des problèmes. Il faut gérer les pays entre eux, États-Unis, France, Arabie Saoudite, à ce moment-là. Et en termes d'image politique, compliqué. En termes, allez dire aux Français qu'ils n'ont pas de chauffage, que c'est de la faute de l'Arabie Saoudite, mais que l'Arabie Saoudite vient acheter un club de foot tranquille, pépère, pour faire la fête. C'est pas possible. Donc à l'été 2022, report à nouveau, ça part dans tous les sens. Là, beaucoup se disent
Ok, bon, c'est la fin des accords, il n'y a plus de deal. On se pose la question, on recherche, il y a encore un gros travail là-dessus à ce moment-là pour dire, bon, est-ce qu'il faut en effet mettre fin à toutes ces histoires? Finalement, non, on nous dit, dès le mois de août et septembre, pas du tout. C'est remis sur la table avec une meilleure acceptabilité. Avec CMA-CGM, j'étais un des premiers à vous dire que CMA-CGM était dans la danse le premier semestre 2022, justement. Vous allez voir surveiller, j'avais fait une story Insta, etc., surveiller CMA-CGM. Boum, là, confirmation août-septembre 2022 là-dessus. Pour l'acceptabilité, il y a une entité française. On va rapprocher aussi l'Inde, c'est à ce moment-là que je commence à en parler du deal. Et l'histoire fait que octobre, Saadé se dévoile, alors que personne ne connaît CMA-CGM et Rodolphe Saadé. On nous annonce que c'est l'entreprise phare de la France, les plus gros bénéfices jamais vus depuis tant d'années. Et on fait de Rodolphe Saadé un homme médiatique en quelques semaines, avec le 20h de France 2, la une de Libération, etc. 2023 s'amorce. Tout le monde, pareil, pense que ça y est, l'été 2023 sera la libération. Alexis Sanchez notamment. Sampaoli aurait cru aussi que ça aurait pu arriver. D'autres aussi. Finalement, ça n'arrive toujours pas. Bricolage total, Marcelino, le bazar. Bon, on arrive là à 2023-24. Et donc là, l'issue paraît totalement inéluctable parce que les sources continuent désormais à Marseille, puis en Arabie Saoudite. Les hommes d'affaires saoudiens confirment le deal carrément sur LinkedIn en disant proche du pif en plus, en disant ça y est, l'Arabie Saoudite a racheté l'OM, ça c'était au 14 juillet 2023. Pour que des gens comme ça parlent de cette façon-là avec autant d'affirmations, c'est un truc de fou. Et on se retrouve donc dans une situation où X confirmations arrivent là depuis le mois de juillet dernier avec The Independent, le Mundo Deportivo qui parle du sujet ouvertement, avec Bruno Blanza de France Bleu France qui annonce si c'est vendu, il y aura l'Olympique de Marseille, il y aura Zinedine Zidane, manager général, et voilà. Et je vous passe les détails, mais je compte sur toi pour découper la vidéo, vente OM pour les nuls. Là, je l'ai fait en version super rapide. On arrive donc à une nouvelle confirmation. Et avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo sur ce type de grande braderie finale, l'intérêt, ça a été aussi pendant 2 ans de valoriser le club qui a pris de la valeur sur les marchés. Vous obtenez aussi des prêts moins chers, des choses comme ça. Et Franck McCourt a pu se gargariser d'être propriétaire de ce club aussi pendant X temps, tout en lançant son projet Liberty, en parlant partout dans le monde de ce projet Liberty, blockchain, de partout, en investissant 300-400 millions dedans, d'après les échos, et du coup, en étant en mode homme d'affaires, une grande réputation, grande aura, grande force, propriétaire de club de football pendant ce temps-là. Sauf que pendant 1 an et demi, abonné absent, depuis 1 an et demi, il est plus là, nulle part, même il a annoncé 9 fois sur 10, 9 fois où il est annoncé au stade, et il ne vient jamais, la 10e parfois. Et voilà, merci Thibaut pour ton résumé. J'essaie de faire là vraiment plus simple, etc. Pourquoi il y a des Indiens? Je vais répondre à vos petites questions et on va boucler là-dessus. Il est 14h09, c'est l'arrêt de jeu du Dash Foot. Les Indiens sont dans des deals économiques majeurs avec la France, avec l'Arabie Saoudite et avec CMA-CGM. Et donc, il y a eu l'intérêt de faire un consortium pour racheter l'OM. Est-ce qu'ils seront actionnaires, sponsors, partie prenante du deal totalement minoritaire, etc. Je ne peux pas vous le dire exactement. En tout cas, ils sont là, ils s'affirment, eux, ils le disent en coulisses, être présents dans le deal. On verra ce qu'il en est exactement. En tout cas, c'est des affaires économiques parce que, ça, je ne l'ai pas dit dans le résumé de toutes ces histoires, mais il y a un club qui vaut rien du tout à l'échelle des deals et des accords et des investissements entre pays. Encore une fois, voilà, vous êtes obnubilé par votre foot et votre week-end foot, etc. Ça ne correspond à peanuts par rapport aux enjeux autour. Voilà. Donc les enjeux hydrogène entre l'Arabie Saoudite, la France, le port de Fos-Marseille, etc. C'est très complexe. La Snowwolf nous dit c'est trop complexe pour moi, il y a trop d'acteurs. C'est du coup l'enjeu d'un livre qui permettra à chacun de revenir une page en arrière, lire la page d'après, etc.
Donc voilà la situation un petit peu résumée, un récap express pour ceux qui sont perdus. Je ne suis pas rentré dans les détails des mises en demeure, des menaces de mort, des échanges, de X choses qui se sont passées en coulisses, parce que là vraiment ce serait beaucoup trop long. Mais vous avez pas mal de questions, donc une officialisation avant la fin du championnat ne déstabiliserait pas les joueurs et le club. Officialisation en juin, je pense. Tout est possible parce que désormais, je vous le dis depuis 3-4 mois, les voyants sont au vert, et politiques, et financiers, et un niveau diplomatique, etc., l'acceptabilité. On a vu encore plein de Ludovic Pouille, l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite, annoncer plein de deals entre les deux pays avec fierté. Donc l'acceptabilité est meilleure, mais il faudra, une fois que ce sera fait, il y aura encore, hein, attendez-vous à des bad buzz, à des gens qui vont critiquer, à un bazar, mais concernant les droits télé, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et Kylian Dacosta qui nous dit envoie le maillot derrière toi. Tu veux le maillot du Maroc, mon chéri? C'est Je pense qu'il veut le maillot qu'un super supporter de l'OM m'a offert. Maillot réédition, les 20 ans de la Ligue des Champions. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Merci à lui, il se reconnaîtra. Autre question de Tudor. Tudor pas, pardon. Pourquoi toi, Thibaut, tu nous as jamais expliqué pourquoi ces mecs t'ont donné ces éléments? Parce que je connaissais très bien un des personnages clés d'Arabie Saoudite, on va dire, du côté saoudien, qui du coup, au tout début de cette histoire, lui non plus ne pensait certainement pas que ça dure aussi longtemps, même s'il connaît bien mieux que moi le milieu des affaires, et s'est livré à moi. Par sympathie, par intérêt aussi de pouvoir donner ces informations comme il faut, clairement, avoir une vision dessus. Quand tu connais pas les journalistes à qui tu donnes les infos, parfois, ils les retranscrivent pas comme tu apprécies, et il n'y a pas de confiance. Là, il savait qu'il y avait une grande confiance et un lien direct. On s'est appelé les nuits, les jours, etc., sans aucun problème. Donc voilà, ça s'appelle des liens de confiance, de sérieux, etc. Mais après, ces personnes travaillent aussi avec d'autres façons de communiquer, les réseaux sociaux, des médias étrangers, des médias économiques, qui ont reçu aussi pas mal d'infos, parce que sinon, en effet, je ne suis pas uniquement la seule voix, mais mon indépendance, peut-être volonté cette liberté de travail, peu têtue là-dessus, et volonté d'aller au bout des choses pour les passionnés aussi qui suivent et qui sont en attente, a fait que oui, j'ai été au bout des choses, peut-être plus que prévu. Comment virer un cow-boy? Tu ramènes les Indiens, c'est marrant, c'est très bon, ça, très bon. Pourquoi RMC, je n'en parle pas, je ne sais pas. Pourquoi Gilbert Bribois m'attaque parfois sans me nommer, est complètement vent debout contre cette histoire de vente, comme si ça allait se faire en 15 jours. Je ne sais pas, j'ai aucune animosité contre cette personne, je ne la connais pas vraiment. Je connais un peu plus Daniel Riolo, qui, je pense, voit très bien ce qui arrive à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, après, c'est le jeu médiatique, hein, c'est toujours le problème aussi quand vous êtes un grand média qui travaille avec un club, qui obtient régulièrement des Longoria et d'autres en interview, dans des émissions, dans plusieurs émissions. C'est compliqué d'aller contre ce que vous dit le club. Le club vous maintient coûte que coûte, et on le sait jusqu'à la dernière seconde, ce sera le cas, c'est pas à vendre. Et tout d'un coup, ça va être annoncé et on dit oui, bah, ça s'est fait en une seconde. On n'y peut rien. Ça, c'est comme ça. Ça s'est fait en une seconde. Voilà. Est-ce que tu serais étonné si la vente OM ne se conclut pas en 2024? Oui, on serait tous, clan acheteur, clan vendeur et moi-même, on serait très étonnés. Maintenant, les aléas des affaires, c'est pas moi qui maîtrise. En tout cas, si c'est les Saouds, on pourra dire que tu nous l'avais dit dans des places de haters. Oui, il y aura toujours un peu au moment du. Alors déjà, au moment du raz-de-marée médiatique de l'officialisation, voilà, ça va balayer tout d'un coup. Ce sera championnat du monde de la mémoire courte. Et bien sûr que certains ont la mauvaise foi de dire que c'est pas possible que ce soit le même sujet, mais ça c'est absolument pas grave, et voilà, c'est la vie qui est comme ça, c'est le milieu qui est comme ça, voilà. Quelle serait pour toi la recrue idéale pour lancer le nouvel OM? Zidane, ce serait la recrue idéale. En termes d'image, on parlait d'acceptabilité qui a été un grand dossier, voilà, ça balayerait tout lui aussi. Et le joueur que j'aimerais voir débarquer à l'OM, moi j'aime les joueurs. Alors, je suis un romantique du foot, j'aime les joueurs artistes, j'aime pas les joueurs qui font le 100 mètres en 8 secondes, j'aime pas les joueurs qui sont taillés dans la roche. Donc moi, un Dybala, j'aimerais beaucoup, un Dybala, je suis sur ces joueurs-là, tu vois,
J'aime le joueur fin, j'aime le joueur délicat, j'aime le joueur qui me fait avoir des émotions juste avec un contrôle, avec un extérieur du pied, avec, tu vois. Donc, je suis plus sur ces types de joueurs-là. Donc, actuellement, il n'y en a pas 50 000, mais il y a quelques joueurs délicats et agréables qui pourraient totalement faire l'affaire. Antoine Griezmann a un QI foot exceptionnel, mais j'ai trop souvent démenti pour vous et vous éviter de rêver l'avenue de Griezmann pour que vous fassiez un lien là-dessus. C'est juste, tu m'as demandé mon avis sur les joueurs que j'apprécie. Voilà. Bribois, hier, en a parlé, il a dit c'est facile d'annoncer une vente chaque année, au bout d'un moment ça arrive, on avait dit qu'on l'avait dit. Donc ça c'est une méconnaissance, c'est un manque de curiosité journalistique totale, puisque on n'annonce pas chaque année, on travaille le sujet tous les jours, et j'en parle à qui veut toutes les semaines. Donc et tout ce que j'ai levé comme lièvre à ce sujet, de réunions, de détails, pour en écrire un livre, ça compte un tout petit peu plus en termes de recherche et de travail et d'information que juste ouais, je l'annonce tous les 6 mois. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment avoir survolé le sujet, c'est décevant, mais ça, c'est pas grave du tout. Et, mais voilà, c'est très facile, en effet, de se moquer du travail des autres, de juger les autres sans connaître. Ça, c'est très facile. Ça, en effet, ça c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Thibaut, comment expliques-tu avec ton enquête précise, tu es blacklisté sur le PAF? Je suis absolument pas blacklisté sur le PAF. Je fais des émissions quasiment tous les jours. Je travaille le livre quasiment tous les jours. J'étais à la radio, j'ai fait Énergie, Sud Radio. C'est juste une question de temps et j'ai mon émission principale qui est sur ma chaîne Twitch, YouTube, TikTok. C'est beaucoup de travail pour développer ça et être autonome. Donc, j'ai plein de propositions. J'étais encore à Noël avec les amis aussi de C8 qui on a discuté de ça. Donc, je peux, en fait, quand tu veux, tu me dis, je reviens en télé. Mais sauf que là, je n'avais pas le temps. Et quand cette histoire, ce sujet animer des émissions, je l'ai fait pendant 15 ans, tous les jours à l'antenne, à la télé, C8, CNews, j'ai présenté 20h foot, la matinale sport de CNews, j'étais à l'antenne tous les jours sur LCI aussi, j'ai fait une émission sur TF1 avec les amis Olmeta, Boli, Marion Jolès, Christian Jean-Pierre, etc. Donc je connais parfaitement ça, comment ça marche, je peux le faire dès demain si tu veux, mais là, il y avait des choses à développer en tant qu'entrepreneur aussi, à mon compte, avec ma liberté, une liberté de ton. J'aurais pas eu la même liberté de ton aussi sur une chaîne ou autre, même liberté de parole, d'interaction. Et je trouve que c'est l'ère du temps. Ce qui veut ça, c'est la société actuelle qui demande ça, et j'aime faire ça, d'être en 100% interaction, sans filet, avec les vrais gens, le vrai monde, le football vrai. Ça, c'est important pour moi. Et à la télé, on le permet quand même moins, les impératifs oreillettes, pub, etc. Mais je peux revenir demain en télé sans aucun problème, les amis. Pourquoi RMC désingue à tout à l'OM? Ça, j'en ai aucune idée. Je ne regarde pas assez pour te dire ça, mais je ne pense pas qu'il soit spécialement anti-OM. Et puis, vu la gestion finale depuis 2023 de Longoria, il y a aussi beaucoup de choses négatives à dire. Il ne faut pas se leurrer. La recrue idéale, j'ai déjà répondu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle était la nature des virements? C'est des documents de fusion-acquisition, mais c'est pas des, enfin, c'est des preuves confidentielles, des documents confidentiels que je pense ne sortiront pas parce que vu la haute, les sources qui peuvent révéler ça et qui sont pas nombreuses. Donc ça, c'est pas un sujet parce que la nature, c'est l'acheteur et le vendeur. donc la nature, elle est très simple. Est-ce que tu mettras une vidéo courte sur YouTube? Je mettrai l'extrait de l'émission là, si tu veux, mais ce sera certainement pas court vu que ça fait 25 minutes qu'on en parle, parce que le sujet ne peut pas être réduit à 20 secondes. 3 minutes à la limite, on revient pas sur tout, mais 20 secondes, c'est impossible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Penses-tu que Luis Enrique puisse créer la surprise post-mercato et marquer de son empreinte cette seconde partie? J'en ai parlé longtemps hier, et j'ai fait un édito aussi brûlant au vitriol pour teamfootball.fr qui me l'a demandé hier. Je l'ai écrit, sorti vers 17-18 heures sur teamfootball.fr. Donc tu sauras tout ce que je pense de Luis Enrique
et tout le mal que j'en pense parce que je trouve qu'il est devenu sacrément antipathique et c'est très néfaste pour le PSG et pour son équipe. Et donc je ne vois pas que du mal, parce que l'équipe est quand même très forte, mais je vois des échecs pour le PSG avec Luis Enrique et ça finira mal. Je ne vois pas comment c'est possible. Oui, j'ai écrit un article aussi, ouais, ça faisait des mois que je n'avais pas écrit pour Team Football, pas le temps, etc. Là, en 2 semaines, j'ai écrit 2 articles parce que je voulais faire un petit article sur le transfert possible du fils de Fernando Redondo d'Argentina Juniors qui est milieu de terrain de espoir argentin, vers Milan possiblement. Ce serait quand même fou, ça. J'achète le maillot direct, 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 direct. Squid Gamer qui nous dit perso, Zidane c'est non, c'est là qu'on avait besoin de lui, pas quand le pognon sera là. Peut-être que Zidane est justement un formidable meneur d'hommes, de joueurs confirmés, et que et on aura, tu seras très content quand même de l'avoir, et que pour gérer une équipe de bras cassés avec tout le respect que je leur porte, bien sûr, et c'est fortement exagéré, c'est pas à Zidane de faire ça. C'est mon avis sur la situation. Un Leao serait énorme pour nous. Jamal Musiala, par exemple, c'est un vrai bon joueur. J'espère que le Phocéen t'invitera et s'excusera pour leur comportement. Écoute, je ne suis pas aigri, revanchard ou quoi, et aucun souci, je ne cours pas après, tout va bien. Voilà. Désolé pour le moment pour ton livre, on a zéro preuve. Oui, tu n'es pas obligé de comprendre exactement tout le processus expliqué, tu n'es pas obligé de saisir tout ça. Tu n'as pas accès au haut degré de sources et de preuves que j'ai, donc tu peux ne pas saisir le truc et tu feras la fête au moment de l'officialisation quand tu le verras clairement. Et ça, je peux le comprendre tout à fait, Snoops, que tu ne donnes pas de crédit jusque-là, même si tout ce qui était avancé, tous les éléments avancés en amont ont montré que fatalement j'avais raison et que quand je vous dis 6 mois avant, surveiller CGM à côté de l'OM, bizarrement ça arrive, ça doit être que du bol. Tu as le droit de le penser, c'est pas le souci. Alexandre Lavieille-Ville, merci à toi, bienvenue parmi les nouveaux abonnés. Pourquoi tu t'es autant intéressé à la vente OM? Par passion, passion du travail, passion des gens qui très vite sont entrés dans la danse aussi, sont venus dans mes émissions pour m'en parler, parce que je recevais, et encore aujourd'hui, de 500 à 1500 DM sur mes différents réseaux chaque jour pour me poser des questions sur le sujet. Voilà, donc quand on vous accorde cette importance par rapport à votre réseau, votre capacité à travailler le sujet plus que personne, entre guillemets, lambda, vous le faites, vous y allez, vous allez au bout des choses. Et j'ai pas voulu lâcher le truc, j'aurais pu 10 fois pour aller travailler sur d'autres choses, d'autres chaînes, une radio ou autre chose. J'aurais pu 100 fois aller travailler, mettre ça de côté, terminer, et voilà, désolé, je m'intéresse plus au sujet. Bah non, fallait que j'aille au bout, fallait que je boucle la boucle. Ça, c'était important, et pour moi, et vis-à-vis du respect que j'ai pour les supporters, les passionnés de foot, et j'en suis un. Et donc, bien sûr que je voulais aller au bout du truc. Et en plus, quand vous savez, vous recevez des emmerdes, des menaces, des mises en demeure, que des gens se moquent un petit peu de vous en disant il faut calmer le truc, on sait que tu n'as pas de casserole, on sait que tu travailles bien, mais il faut calmer le truc, faut pas que trop là, ébruiter ce truc, c'est parti trop haut. Bah, tu te dis, bon, bah, je sais que j'ai raison, donc si je vais aller au bout, on va essayer. Je suis pas un fouteur de merde, je suis pas Mediapart, je suis pas qui que ce soit, mais juste vis-à-vis des passionnés, vis-à-vis des fans, c'est important d'aller au bout. Et surtout, 100% des gens que je croise dans la rue sont convaincus de tout ce que je dis, voient les choses arriver, etc. Voilà, après, il y a toujours un petit peu les réseaux, ceux qui se sentent pousser des coronesses derrière leur écran. Et il y a encore X personnes la semaine dernière, peut-être 7-8, à qui j'ai dit, mais monte en direct, viens t'expliquer, au lieu de baver sur un compte TikTok, sur un message YouTube, n'hésite pas. Ah oui, oui, bah, je viendrai. Il n'y a personne. Voilà, les gens n'ont pas d'arguments, n'ont pas à travailler le sujet comme les travailler. Donc c'est ça qui est Mesrine qui me demande, as-tu la vraie date d'officialisation? Non, c'est impossible à savoir. On le redit là pour finir ce sujet du jour. La date d'officialisation sera donnée du jour au lendemain via des voies de communication, réseaux sociaux, la Provence, peut-être une télé. Et on leur dira, voilà, dans 5 heures, dans 10 heures, dans 12 heures, dans 24 heures, le web officialisera son changement de propriétaire. Boum, hein, on le donne, et voilà comment ça se passe. Tout simplement, les amis, par rapport à ça, et façon de fonctionner médiatique, de termes de communication. Thibaut, si l'OM va en Ligue 2, la vente tombe à l'eau, et puis s'il y a une bombe aussi, s'il y a les aliens qui viennent sur Terre, la vente tombe à l'eau, en effet. Mais non, arrêtez de vous inventer des trucs, l'OM ne va pas en Ligue 2.
Si l'As ne vient pas à l'OM, là, c'est pas prévu comme ça, donc il y a pas de si, donc arrêtez avec les si, improbables, ce n'est pas possible pour l'instant. Je te dis que c'est tout le contraire. Donc ensuite, chaque chose en son temps. Tu penses quoi de la pression de Klose? J'ai répondu tout à l'heure, on en a parlé. Et on a quoi d'autre? Asmani, tac, tac, tac. Promotion du livre sur TPMP avec Hanouna, une danse de la sardine. Est-ce que pour toi la vente a été plus longue et décalée à cause de Longoria et qui a réussi à convaincre Marco de lui faire confiance? Absolument pas d'accord avec ça, Papa Ludo. Longoria, vous pouvez lui donner plein de poids, mais pas celui-là. Il y a eu bien d'autres facteurs qui ont retardé les officialisations et qui ont permis aussi un peu de calme parmi les groupes de supporters en leur montrant que le club allait changer d'air. On ne parle pas de tous les supporters, on ne généralise pas, attention, mais il y a un moment où, vu la situation sportive du club, pour moins que ça, parfois ça aurait pété. Et là, on voit que certains se sont tenus à carreau, et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. Oui, c'est ça. Si la planète explose, y aura-t-il une vente quand même? C'est un peu ça les questions. Oh là là, ça bafouille. Bah, viens pendant 1h45 parler non-stop dans une émission animée et tout, et puis on verra si tu bafouilles pas deux, trois fois, cher ami. N'hésite absolument pas. Ça, j'ai répondu pourquoi vendre beaucoup de joueurs. J'ai répondu tout à l'heure concernant cette situation de bazar total. Ali Maolida, quels vont être les changements majeurs dans la ville avec cette vente? Bah, déjà, dans le premier jet initial de 2020-2021, mis sur la table, il y avait un nouveau centre d'entraînement pour l'OM, alors qu'Elandra sera choisi. Le parc Chano qui devrait atterrir dans les mains de CMA-CGM. Les changements majeurs dans la ville vont être aussi un embellissement total de la ville avec de nouveaux moyens d'investissement immobilier, donc forcément step up. Et parfois, la ville, je crois qu'il y a un quartier de Marseille qui fait partie, qui est le quartier le plus pauvre d'Europe. C'est bien ça ce qu'on des Marseillais m'ont dit. Je sais pas, j'ai pas été vérifier ça, mais ce serait quand même délirant. En tout cas, si c'est pas le plus pauvre, ça s'y rapproche, c'est incroyable. Et juste, voilà, relever la ville par rapport à ça, à ce statut-là complètement d'inégalité beaucoup trop forte. Donc, des choses vont changer, mais ça, c'est pas le deal OM qui permet ça, c'est le deal beaucoup plus global, avec Macron qui parlait de l'OM en grand, Marseille en grand justement, avec son port aussi, qui aura toujours plus d'attractivité, etc. etc. Voilà, la mienne, tu la lis pas. Bah, tu vois, je l'ai lu, mais au mauvais moment, pas le bon commentaire certainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'issue de l'élimination pour la qualif, Longoria nous disait que les comptes étaient à l'équilibre. Énième mensonge. Oui, j'avais fait le débrief en septembre des comptes de presse de Longoria en disant que c'était techniquement impossible. Ensuite, il a dit qu'il y avait beaucoup d'argent aussi pour le mercato. Enfin, il a dit que la trésorerie était dans le vert. Il a dit que le mercato d'hiver donc serait possible grâce à ça. Puis finalement, pour dire aux agents qu'il n'y avait pas d'argent et puis laisser Benatia faire le mercato d'hiver en entier tout seul. Donc, c'est pas que c'est-il passé entre temps, c'est on communique ce qu'on a envie de communiquer d'une façon dont on a envie de communiquer pour calmer tout le monde. Et ensuite, il y a une vérité derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je reprends. Si Zidane est manager, qui aimerais-tu en entraîneur? Bah, Zidane avec Gattuso, ça peut matcher. Zidane au-dessus de qui? D'Habib Bey, ça peut être très bon aussi. Je sais pas, je sais pas. Gattuso souhaite conserver Ismail Assar. L'entraîneur italien apprécie beaucoup le profil. Bah oui, c'est un profil quand même atypique. Et puis, vu l'effectif de l'OM, tu peux pas trop te priver de tout le monde. Et à un moment, voilà. Merci Thibaut, mais je parlais de Luis Enrique, le Marseillais. Du coup, c'était quoi ta question de ce que je pense de Luis Enrique? Bah, Luis Enrique a un profil aussi où tu pourrais tout à fait garder à l'OM pour cette deuxième partie de saison, enfin les grands changements, parce que il a un profil de dribbleur assez altruiste, pas buteur ni grand passeur, mais qui est différent et qui est un vrai ailier. Et tu en as pas. Correa, ça me fait sourire, hein. Je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure sur Jonathan Klaus, les infos malsaines à son sujet, mais quand tu vois l'investissement d'un Correa, le jeu d'un Correa, et non, c'est Klose qui est visé pour faire partir, comprenez que c'est un autre problème que sportif, que le problème de gestion d'effectifs. Là, c'est en rapport avec la future session. Le livre, depuis 2 ans, je l'ai dit, ça sortira 2 à 3, je l'espère, 2 à 3 mois après l'officialisation. Voilà ce que j'espère. Il y a un mois d'impression, en gros, et j'espère avoir un gros mois de travail après l'officialisation dessus. Si tu dois faire un résumé de l'état de la vente OM, tu dirais quoi?
Je viens de le faire, le résumé récap express pendant 10-15 minutes. Donc, l'état de la vente OM, le résumé, c'est au vert. Tout est au vert là et donc ça doit arriver. Thibaut, on a eu la petite phrase de l'équipe qui dit en interne dans le club, certains sentent que c'est inéluctable. Ouais, bah, inéluctable, c'est ma petite phrase, donc certains doivent regarder les émissions et le sentir de la même façon. Du coup, tu nous as bien dit que la vente se ferait avant la fin de saison. Non, je te dis qu'il y a des sources, saoudiennes et des sources au club qui pensent que ça doit se faire avant la fin juin. Maintenant, moi, je n'ai aucune certitude là-dessus parce que ce sont les affaires et qu'il y a toujours des aléas. Mais, beaucoup pensent en effet que ça doit arriver d'ici là. Voilà, on verra. Ça, j'en ai parlé au début de tout à l'heure dans la vidéo. Qu'est-ce que t'a coûté, la vente OM? Bah, du temps de vie, de l'argent, voilà à peu près tout, sur tout le reste, c'est positif. Un acouphène peut-être, un acouphène, côté droit, peut-être. Ça, c'est peut-être la vente OM. Voilà et les amis, depuis la réunion et la prise de tête avec Zerwal, il y a un bashing de Longoria sur X. Non, Nemrod, c'est plus par rapport au mercato d'été. C'est pas que la prise de tête avec Zerwal, qui en a pas été vraiment une. Et surtout parce que Longoria, beaucoup se sont rendus compte que là, au niveau de la communication, il avait déraillé. Quand tu t'en prends aux supporters de la sorte, tu parles d'intimidation, de menaces, de violence, tu portes plainte contre X, mais ça va pas plus loin, il n'y a pas de personnes visées. Et tu parles d'une réunion où il ne s'est pas passé grand-chose d'après l'immense majorité des gens présents, je parle. Bah, il y a un problème, il y a un problème. Donc Longoria s'est un peu, pris lui-même, les pieds dans le tapis. Pourquoi McCourt ne me dit pas ouvertement qu'il veut vendre comme Monaco? Bonne question auquel j'ai déjà répondu, mais j'y réponds aujourd'hui. C'est le jeu, c'est que McCourt n'a absolument pas besoin de le dire ouvertement puisque tout est déjà engagé depuis 2020 et qu'il a, sans le dire publiquement, des dizaines d'acheteurs qui sont venus lui proposer des choses. Monaco, c'est différent, il n'y a pas des dizaines d'acheteurs pour venir. Et justement, depuis que Monaco en a parlé publiquement, il y a quelques banques et acheteurs qui sont venus auprès de Monaco prendre des informations et certains fonds d'investissement américains pourraient être les prochains racheteurs de Monaco dans ce sens-là. Et ça a attiré l'attention. Marseille n'avait absolument pas besoin d'attirer l'attention là-dessus. Puis ensuite, tout ce qui a été révélé, forcément, eux, à force de maintenir qu'ils n'étaient pas à vendre, ils ne pouvaient pas aller dans l'autre sens d'un coup. Puis de toute façon, tout était déjà engagé avec l'Arabie saoudite. C'est faux ce que tu dis. Le groupe des supporters des MTP ont dit qu'ils n'étaient pas au courant d'une vente de club. Bien sûr que, heureusement et logiquement, ils ont communiqué pour dire qu'ils n'étaient pas au courant. On a diffusé, je l'ai diffusé sur X, les preuves qui vous montrent que certains supporters, et je ne généralise pas, je l'ai dit, donc les mots ont un sens, cher ami. Je ne généralise pas. Certains ont été mis au courant. Certains sont au courant de ce qui arrive. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc évitons de généraliser et de faire dire n'importe quoi. Tu connais Mohamed Bouafsi? Non, on s'est déjà rencontrés 3-4 fois, enfin, peut-être croisé 3-4 fois et eu au téléphone 2-3 fois. Je ne connais pas plus que ça. Désormais sur France Télé, c'est ça. Les amis, merci en tout cas pour tous les messages, bien sûr, à 99% positifs. Un peu de mots sur le sélectionneur de l'Irak, j'ai des doutes, je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je vote Habib Bey, dit Raymond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une vente fin de mercato hivernal serait idéale pour lancer la nouvelle ère. C'est sûr que ce serait idéal sportivement vu le bazar. Est-ce qu'on aura encore un coach de transition, le 5e depuis la vente? Je ne pense pas, Mitch. Je pense qu'on arrive au bout du bout, et tant mieux. Qu'est-ce qu'on a également? Un petit mot sur le deal Vitinha, parce que je ne l'ai pas fait, le deal Vitinha rapidement. Le Genoa finalise l'arrivée de Vitinha, prêt avec option d'achat à 25 millions d'euros. L'OM s'en retrouverait donc un peu pour ses frais. Et surtout, ce qui est très important pour vous voyez, les commissions qui s'entrejouent là-dedans, l'OM favorise l'achat de Malinowski définitif, ça y est, c'était un prêt. Donc, le Genoa achète Malinowski et du coup se ferait prêter sympathiquement Vitinha. Le Genoa, je le disais hier dans l'émission, c'est pour ça que ça me fait sourire, vraiment sympa avec l'OM. C'est pas le Genoa qui avait déjà pris Strootman, je le disais hier. Là, tu prends Vitinha et Malinowski, sympa le Genoa. Franchement, sympa, 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 les gars. Voilà, les amis. Merci beaucoup pour vos messages, en tout cas. Ça me fait très plaisir. Pourquoi Longoria ne reste-t-il pas avec les Saoudiens? Parce qu'il a fait 2 métiers
pour le prix d'un pendant 3 ans. C'est beaucoup, beaucoup trop. Il peut pas, ça peut pas, traîner, durer, c'est impossible humainement. Et à un moment, il a beaucoup, beaucoup trop bossé pour, et il a dit qu'il était au bout du rouleau en octobre et voilà. Hem Oui, oui, ils connaissent très, très bien l'ambiance de Marseille. Marseille, son club, ses supporters, donc il y a pas de raison que les vrais ultras soient mal gérés. Igor Pregoun, bienvenue, pour la fin du Dash Foot. Quand tu joues au Parité Club de France, tout le monde doit te poser des questions sur la vente OM. Tout le monde, non. L'OM n'est pas le centre de la terre. Il y a plein d'autres clubs qui intéressent les gens. Certaines personnes m'en parlent. Certaines personnes sont ravies de ce qui arrive. Certaines personnes voient aussi très clairement ce qui arrive. Et voilà, mais non, c'est pas non plus le sujet de tous les jours. Mais après, avec un tel investissement, et comme je suis sur le sujet tous les jours, parfois des coups de fil, peu importe le moment sur ce sujet, oui, ça peut faire parler. Tu vas reprendre ta place à l'équipe quand la vente sera actée? Je ne sais pas, aucune idée, je n'ai pas pensé à ça, on pourra se remettre à table, pourquoi pas, j'ai aucun problème avec ça et voyons, j'ai encore plein d'amis, là-bas. Voilà, voilà, voilà. Jonathan Klaus au Bayern, je le sens là. Non, Klaus aurait évacué le Bayern et le Bayern s'est tourné vers Sacha Boey, le latéral, français qui joue en Turquie, qui a été formé, en Seine-Saint-Denis. Voilà, est-ce que certains à qui je parle n'y croient pas? Non, non, tout le monde, voit très, très bien, comprend, ce que j'explique, très bien comment ça se passe dans les affaires et comment ça arrive. Puis je vois que c'est un bazar, intenable à Marseille. Et ben, on verra selon, si en juin il y a rien, on verra ce que les sources disent. C'est pas moi qui parle, hein, les amis. Moi, j'informe, je fais un travail, je ne vais pas donner mon avis, hein. Parfois, j'essaie de vous donner des avis footballistiques, des avis d'analyse sur la CAN, sur autre chose. Là, on est sur une enquête, je donne, des réponses, des informations, des sources, tout simplement. Voilà, les amis, on pourra revenir sur ces sujets sous forme de récap, mais j'espère que de toute façon, tout arrivera avant d'ici peu. Donc voilà, on va suivre ça, s'informer, continuer de travailler le sujet au max pour être le plus transparent et honnête possible là-dessus et qu'on ne puisse pas nous dire qu'on ne l'avait pas dit. Voilà. Oui, spécimen, désolé, c'est journalistique d'avoir des sources, de protéger des sources, de travailler, mais tu dois pas avoir une grande idée, ni une haute estime du travail des autres. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, les amis. Ouais, monte avec Thibaut, spécimen, tu as l'air trop fort. Écoutez, il est 14h40, 40 minutes d'arrêt de jeu, on se croirait à la CAN. Ça a été un régal d'être avec vous aujourd'hui. On a fait 2 émissions en une. Je ne sais pas quel extrait je vais mettre en ligne, sur YouTube parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Mais, en tout cas, on est ensemble. Merci pour la force. Voilà, régalade. Prenez soin de vous et des autres. Bon après-midi, peut-être déjeuner, moi, il serait temps aussi. Et on se retrouve, je l'espère, vendredi, peut-être pas à l'heure, peut-être à 13h, selon le rendez-vous que j'aurai eu. Peut-être pas du tout si ça te prend trop de temps. Vous savez, les affaires sont les affaires, mais puis on se retrouvera lundi prochain après le week-end foot et on fera un grand, grand Dash Foot avec grand, grand plaisir. Voilà, je vais avancer le livre, on va avancer plein de choses, on va continuer de travailler. Cœur sur vous, ils sont là, les cœurs, et à très vite. Suivez ça sur le canal Dash Foot Instagram, la chaîne YouTube, activez les notifications, abonnez-vous. Toujours plus de contenu, de vidéos. On est ensemble.